Au sommaire de votre journal ce soir, nos élus seraient-ils des frondeurs? Après Georges Patient, hier, c'est au tour de Gabriel Serville d'interpeller de façon assez musclée un ministre. Le député a exigé de Nicolas Hulot qu'il convainque le président de la République de rejeter le projet de la Montagne d'Or. Le pont de Madame de Maintenon en voie de réparation, mais à certaines conditions. Une réunion publique a réuni Rodolphe Alexandre, François Ringuet, Jean-Claude Madeleine et la DEAL aujourd'hui pour une présentation des travaux et des responsabilités qui incomberaient ensuite à la commune. Et puis le camp Guyastar, initié par le champion international de basket Kevin Séraphin, a ouvert ses portes pour la 8e année consécutive à Cayenne, à la recherche des talents de demain. Reportage à venir dans cette édition. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur ATV Guyane. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tranche d'information locale et régionale. Monsieur le ministre, il ne s'agit pas d'une question, mais d'une invitation à abandonner le projet de la Montagne d'Or. C'est avec ces mots pour le moins directs que le député Gabriel Serville a convié le ministre de l'écologie Nicolas Hulot à convaincre Emmanuel Macron d'enterrer purement et simplement le projet minier qui divise la Guyane. Je vous propose de découvrir son intervention. Monsieur le ministre d'État, vous venez dénoncer la nécessité de mettre les moyens en adéquation avec les objectifs que nous nous sommes fixés et vous rappelez également l'urgence à agir. Est-il nécessaire de préciser que sur les deux registres de la biodiversité et de la disponibilité de la ressource en eau, la Guyane se positionne parmi les premiers des classements mondiaux? Toutefois, il est utile de rappeler que ce territoire absorbe déjà près de 13 tonnes de mercure par année issues de l'orpaillage illégal, d'une part, et que nous nous orientons d'autre part vers le déversement de 47 000 tonnes de cyanure sur les 12 ans à venir via ce fameux projet Montagne d'Or. Dès lors, je m'interroge quant à l'utilité et la pertinence des rapports et des plans qui en découlent, tant ils demeurent inefficaces car totalement inappliqués. Monsieur le ministre, j'entends tout à fait l'embarras du gouvernement, mais le sujet est si grave que je vous invite à convaincre le président de la République de renoncer purement et simplement à ce projet. Ce n'est pas une question, c'est une invitation. En convaincre les uns et les autres de l'inutilité ou de la démesure de ce projet, j'ai tendance à penser que la démonstration va se faire toute seule. En même temps, je le dis sans aucune provocation, ce projet n'est pas né, pas sorti du ciel. Je veux dire qu'il a été souhaité et voulu par un certain nombre de responsables en Guyane. Donc j'aimerais aussi que dans le débat et l'instruction qui est en cours, apparaissent aussi clairement à ces mêmes élus que ce projet est démesuré et n'aura pas les bénéfices sociaux et encore moins économiques que l'on a présentés sur le papier. Je pense que quand l'État et les acteurs vont se rendre compte du coût pour les citoyens, notamment de l'investissement qu'il va falloir mettre en plusieurs centaines de millions d'euros pour le raccordement électrique de la mine, je pense que les arguments économiques vont fondre comme neige au soleil. Voilà. Je ne suis pas fermé sur le principe des mines d'or, même si, voilà, mais on ne peut pas additionner les interdictions en Guyane, et vous êtes bien placé pour le savoir. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est un projet en trompe-l'œil et dont le peu de bénéfices ne profitera pas à nos concitoyennes ou nos concitoyens. La phrase de la semaine a été formulée par le leader de la France insoumise. Dans un tweet, Jean-Luc Mélenchon a estimé que les muets se réveillaient enfin. Le débat sur le projet dévastateur de la Montagne d'Or s'ouvre. Les associations guyanaises ont percé le mur du silence, honte à la République en marche, qui a masqué ce sujet dans les élections législatives. Politique toujours avec le rejet d'un des amendements proposés par Gabriel Serville, alors que le député de la première circonscription avait milité pour que la différence d'évolution démocratique entre la France continentale et les Outre-mer soit gommée de la Constitution. Sa demande n'a pas abouti. Les explications de Pierre Tréfou. En pleine révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale, l'amendement du député Gabriel Serville portant sur la modification de la mention « conçue en vue de leur évolution démocratique » du second alinéa du préambule de la Constitution a été rejeté par 35 voix pour, contre 85 voix contre. Pour le député Gabriel Serville, cette mention fait référence au système colonial français, étant fondé sur l'inégalité des citoyens et l'assujettissement qui sont aujourd'hui obsolètes. Retour en Guyane, à Sinnamary plus exactement, où une réunion publique autour du pont de Madame de Maintenon avait réuni le président de la CTG, celui de la communauté des communes des Savanes, le maire de Sinnamary et les techniciens de la DEAL. Point d'orgue de cette réunion, la rétrocession du pont à la commune par l'État à l'issue des travaux, une première en Guyane. Gaël Oassima a assisté aux échanges.
En 2015, le pont de Madame de Maintenon à Sinamari fermait faute de pouvoir assurer la sécurité des véhicules l'empruntant. 3 ans plus tard, les travaux sont prêts à démarrer au plus grand soulagement de Rodolphe Alexandre, président de la CTG, qui finance avec l'État la totalité des travaux de réfection. La CTG participe à 2 500 000 sur le pont pour la réhabilitation, pour la peinture, et l'État y apporte une contribution pratiquement identique de 2 millions sur ces opérations. Ça fait 4 ans qu'on est en discussion. Il y a eu beaucoup de problématiques, on va dire, techniques sur le pont. Aujourd'hui, tout est levé. C'est plus qu'une question maintenant d'analyse des appels d'offres et véritablement de le livrer pour 2020-2021. J'ai vu les habitants décidés à obtenir leur pont. Il faut qu'aujourd'hui les Guyanais puissent retrouver la belle commune de Sinamari, ses restaurants, ses sites d'hébergement et puis la circulation que nous avons tous connue. Un soulagement partagé par les administrés qui attendaient cette réunion publique avec impatience, pressés de voir renaître leur commune et oublier les années de disette provoquées par la fermeture du pont. Ça va démarrer, nous avons un échéancier qui a été établi et que les partenaires, entre autres la mairie dont on attendait, n'a plus le choix, doit signer pour que nous puissions avoir satisfaction et que revive enfin la commune de Sinamari. Plus de 40% du chiffre d'affaires des commerçants de perdu, une population qui s'en va. On a vraiment une population qui s'en va. La preuve, vous verrez, il y a des classes qui ferment, des classes élémentaires qui ferment, des classes de collège qui ferment. Nos rues sont désertes. Cette signature de convention est pourtant accueillie avec prudence par Jean-Claude Madeleine, maire de Sinamari, qui, avant de notifier l'accord de son conseil municipal, souhaitait informer ses administrés et les inviter à prendre la pleine mesure des responsabilités qui incomberaient ensuite à la commune. La commune doit devenir propriétaire. Il est tout à fait normal que le maire que je suis puisse effectivement poser les bonnes questions pour que cette signature de convention soit faite dans le bon sens. Je suis là pour défendre les intérêts de la commune. Nous sommes en train de travailler sur la convention. Nous avons dit que nous allons signer. Simplement, aujourd'hui, nous avons un conseil municipal. Nous n'avons pas pu l'intégrer dans l'ordre du jour du conseil municipal. La semaine prochaine, il y aura un conseil municipal extraordinaire pour pouvoir amener la signature de cette convention. C'est le conseil municipal qui me donnera quitus pour signer cette convention. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il était aussi important que la population puisse entendre et comprendre de quelle manière elle va être lotie demain. Donc dans la mesure où le pont, il est très important que les travaux commencent très vite, je l'ai dit, parce que autour de ce pont, nous avons quand même un gros projet touristique autour de l'économie bleue. Suite au conseil municipal extraordinaire annoncé pour la semaine prochaine, le processus devrait officiellement se mettre en marche pour la plus grande joie des Sinamariens fortement impactés par cette fermeture. Ça m'a plu beaucoup pour la réunion parce que j'ai entendu le maire qui a parlé avec son cœur, avec tout. Il nous a dit au sujet de l'État. C'est à cause de l'État qui va décider avec le président, M. Alexandre. C'est lui qui va donner l'accord pour donner un peu de sous parce que le maire ne peut pas tout faire à Sinamari. Il y a notre participation pour l'aider aussi dans ce chemin. Avec des travaux qui devraient débuter au mois de septembre, la Dame de Fer des Savanes devrait être réouverte à la circulation dans 1 an. Dans le reste de l'actualité, malgré l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation en matière de sécurité routière, abaissant la vitesse autorisée sur nos principaux axes routiers à 80 km, les routes de Guyane ont été le théâtre de 4 morts en l'espace de 48 heures, soit le double enregistré l'année dernière à la même période. Alors que les vacances scolaires commencent à peine, la plus grande vigilance est donc de mise. Les rappels de Ghislaine Dondon au micro d'Ayodele Germa. De Saint-Georges à Saint-Laurent-du-Maroni, RN2 et RN1, la vitesse est désormais fixée à 80 km/h. La mise en place de cette mesure est accompagnée par toute une campagne de prévention et de distribution de flyers sur les routes concernées, aux côtés des forces de l'ordre et avec l'aide des intervenants de sécurité routière. Nous accompagnons les usagers pour que cette mesure puisse être appliquée en Guyane, parce que nous sommes convaincus que l'abaissement de la vitesse autorisée aura un impact sur le nombre de tués sur nos routes. Concernant les 2 derniers accidents survenus en juillet, on ne peut pas affirmer aujourd'hui que la vitesse a été l'élément majeur
produisant ces deux accidents. Bien souvent, les causes d'un accident sont multiples. Il n'y a pas que la vitesse, il peut y avoir la fatigue, il peut y avoir l'alcool, un obstacle qui survient sur la route. Il est prévu justement que nous soyons sur le terrain, aux côtés des forces de l'ordre, pour expliquer le bien fondé de cette mesure. Donc à l'approche de cette longue période de vacances, nous souhaitons rappeler qu'il faudrait que ce dispositif SAM reprenne du service pour que les vacanciers puissent rentrer en toute sécurité à domicile, chez eux à domicile. Ouvrons à présent une page d'éducation. Après la liesse provoquée par les réussites au bac et aux examens universitaires, place à la suite. Les 4172 futurs étudiants du campus de Troubiron pourront toutefois s'inscrire en ligne afin d'éviter les interminables files d'attente. Mais comment s'y prendre? Le mode d'emploi nous est présenté par Patricia Delors au micro d'Ayodele Germain. Normalement, en 15 minutes, l'étudiant peut faire son inscription en ligne, payer en 3 fois ou en 1 fois, et aussi retirer sa carte étudiante. Donc l'inscription en ligne a toujours existé, d'accord. On préconise justement aux étudiants de faire leur inscription en ligne, parce que ça nous empêche d'avoir une file d'attente après à l'université, dans la partie paiement. Donc maintenant, avec la nouveauté sur les inscriptions, c'est que l'étudiant, grâce à la CEVEC, il fait son acquittement bien avant de venir ici, il peut avoir l'exonération de ses droits d'inscription. Donc un étudiant boursier va venir ici et n'aura pas de paiement à faire. Il aura la gratuité de son inscription à l'université. La nouveauté aussi chez nous, c'est que maintenant, le retrait de la carte étudiante se fait aussi au même lieu. Et il peut aussi avoir une connaissance de son bâtiment le même jour. Et par rapport au site internet Parcoursup, il y a également des inscriptions qui doivent se faire pour les nouveaux bacheliers. Comment ça se combine? Donc, au préalable, l'étudiant fait son inscription sur sa demande d'admission sur Parcoursup. Dès qu'il a sa réponse favorable, il fait sa demande d'acquittement auprès de la CEVEC. Donc, la CEVEC va lui délivrer une attestation et avec ce document-là, les 2 documents, Parcoursup plus la CEVEC, et sa liste des pièces qu'il a récupérées sur notre site, il vient faire son inscription administrative sur place ou il peut le faire surtout chez lui. Offrons-nous à présent un moment de divertissement avec le spectacle Sarafina, proposé en ce moment en Martinique dans le cadre du Festival des cultures de Fort-de-France. Alors que les tickets pour cette comédie musicale s'arrachent littéralement, Yohan Boulard a assisté aux répétitions. Il nous emmène dans les loges de cette ode mélodieuse à la lutte contre l'apartheid. Cette pièce parle des jeunes de Soweto en Afrique du Sud qui ont grandi avec le système de l'apartheid et qui ont commencé à protester dans la rue en 1976 pour demander l'égalité des droits. Nous voyageons partout dans le monde car nous pensons qu'il est important de parler d'événements comme ceux qui ont lieu dans la bande de Gaza où des Palestiniens sont tués. Nous pensons que le théâtre peut jouer un rôle important, peut jouer un rôle dans la propagation de messages de paix et d'amour. Nous exprimons nos sentiments par la musique, par le côté dramatique, par la danse, parce que la culture est le meilleur moyen de faire passer un message. Parfois, vous pouvez faire les gens rire, même dans les situations les plus difficiles. Retour en Guyane pour un mot de sport qui conclura cette édition. Le camp Kevin Séraphin a ouvert ses portes le 7 juillet dernier et le succès de cette 8e édition du Guy Star ne se dément pas auprès des passionnés de basket. Pierre Tréfou s'est aventuré au plus près des parquets et des jeunes espoirs guyanais.
Depuis 3 jours, les jeunes Guyanais peuvent profiter de la 8e édition du camp Guyastar de Kevin Séraphin, au stade Jean-Claude Lafontaine à Cayenne. Né d'une collaboration entre le Cholet Basket et la Guyane, cette année, le camp est animé par le directeur du club de basket de Cholet, Jean-François Martin. Pour moi, le joueur guyanais ou la joueuse guyanais ont des qualités physiques. C'est des gens qui sont respectueux. Je pense qu'il y a des valeurs éducatives qui sont quand même assez intéressantes. Et puis, c'est des gens qui sont travailleurs. Voilà. Après, comme tout adulte, moi je suis papa. On a toujours le sentiment que nos enfants peuvent faire mieux ou faire plus. Mais voilà, quand ils sont sur un terrain de basket, on sent quand même que quand ils jouent, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est important. De nouveaux coachs sportifs sont venus renforcer les rangs pour entraîner les jeunes Guyanais. L'occasion pour eux de découvrir les talents du basket. Pour les entraîneurs, c'est de venir observer, de venir prodiguer des conseils et aussi, bien sûr, de voir si un jeune joueur aurait des qualités pour permettre justement à cet athlète ou à cette jeune fille de poursuivre un projet scolaire et basket à un niveau championnat de France. Voilà. Alors l'intérêt, c'est que des jeunes ici ont déjà pratiqué le basket en sélection. Certains sont déjà dans la section de travail d'entraînement du pôle. Donc il y a des jeunes qui ont déjà un niveau et des aptitudes intéressantes, mais qu'il faut bien évidemment développer. Et après, il est évident aussi que les exigences du championnat de France dans lesquelles évoluent les entraîneurs leur permettent aussi de mieux appréhender le niveau des jeunes par rapport à l'exigence. Mais l'avenir du camp est incertain, puisque cette année, le camp accueille moins de jeunes et n'offre pas d'hébergement, faute de moyens. Pour le camp le moins cher de France, il est de plus en plus difficile de trouver des solutions pour sa pérennité. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 11 juillet. Nos élus seraient-ils des frondeurs? Après Georges Patient hier, c'était au tour de Gabriel Serville d'interpeller de façon assez musclée un ministre. Le député exigeait de Nicolas Hulot qu'il convainque le président de la République de rejeter le projet de la Montagne d'Or. Le pont de Madame de Maintenon en voie de réparation, mais à certaines conditions. Une réunion publique a réuni Rodolphe Alexandre, François Ringuet, Jean-Claude Madeleine et les techniciens de l'ADEAL aujourd'hui pour une présentation des travaux et des responsabilités qui incomberont ensuite à la commune. Enfin, le camp Guyastar, initié par le champion international de basket Kevin Séraphin, a ouvert ses portes pour la 8e année consécutive à Cayenne, à la recherche des talents de demain. Un reportage que vous avez découvert dans cette édition. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir choisis. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec les programmes d'ATV. Desama ou Passa Wan Bonetti.